Bien, merci beaucoup et merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente de pouvoir parler avec les gens du Centre jeunesse parce qu'il y a beaucoup, je pense, qu'on peut faire ensemble. Donc, comme on m'a présenté, je suis professeure à l'Université de Montréal à l'École de travail social. Je suis aussi vice-présidente de l'organisme Enfants transgenres Canada, un organisme qui a en fait été créé à la suite d'un projet de recherche-action pour mieux comprendre l'expérience des parents qui ont un enfant trans. Et je suis moi-même un parent. Je voulais le dire pour éviter des conflits d'intérêts, mais aujourd'hui, je ne vous parle pas d'expérience personnelle, je vous parle vraiment d'évidence de recherche empirique. Donc, j'ai préparé un 101, vraiment une présentation de base pour essayer de démystifier un petit peu qu'est-ce que c'est un enfant transgenre, c'est quoi les enjeux qu'ils vivent, c'est quoi les enjeux que les familles vivent, pour qu'on puisse ensemble penser à des pistes de solutions par la suite. Alors, avant de parler des enfants transgenres, il y a juste quelques concepts de base qu'il faudrait bien comprendre, s'assurer que tout le monde est au même niveau. On va parler de sexe, on va parler d'orientation sexuelle, d'identité de genre et d'expression de genre. Et là, je vais aller assez rapidement parce que j'imagine que la plupart de vous êtes quand même déjà bien informés sur ces questions-là. Mais quand on parle de sexe, on parle d'une catégorie qui est médico-légale. Pourquoi une catégorie qui est médico-légale? Premièrement, médicale, parce qu'on parle de chromosomes, on parle de glandes sexuelles, on parle de gonades, hein, on parle vraiment des organes sexuels reproductifs, des hormones externes ou internes. On parle aussi des hormones, mais on parle aussi d'une catégorie légale, c'est-à-dire la catégorie qui va se retrouver sur vos pièces d'identité. Quand quelqu'un a un enfant, normalement, on va assigner un sexe à la naissance. D'ailleurs, la loi nous oblige à le faire dans les 10 premiers jours de la naissance de l'enfant. Donc, cette assignation à la naissance devient également une catégorie légale. OK? Donc, quand on parle de sexe, on parle d'une catégorie médico-légale. Et on va revenir parce que souvent, quand on parle des enjeux trans, c'est en fait une incongruence, si vous voulez, entre le sexe qu'on a assigné à la naissance et peut-être certaines des catégories médicales. Mais on va y revenir tout à l'heure. On a aussi orientation sexuelle, qui est l'attirance physique sexuelle envers une personne de sexe opposé, de même sexe ou autre. On parle de plus en plus de gens qui pourraient être attirés aux êtres humains. Donc, je ne rentrerai pas trop là-dessus parce qu'en fait, c'est quelque chose d'autre. Mais il faut comprendre que le sexe et l'orientation sexuelle, ce n'est pas la même chose. OK? C'est la relation qu'on a avec quelqu'un d'autre. Quand on parle d'identité de genre, on parle de l'expérience intime, personnelle. Tout le monde ici a une identité. On parle souvent de notre identité professionnelle, quelque chose sur lequel je me suis intéressée beaucoup dans mes travaux aussi. Mais quand on parle de l'identité ou de l'identité de genre, c'est la relation qu'on a avec soi-même. Donc, c'est une relation intime qu'on a avec soi. C'est comment qu'on se sent à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment quelque chose qui peut correspondre ou non au sexe qui a été assigné à la naissance. Donc, vous voyez pourquoi je prends la peine de vous expliquer que c'est des choses qui sont différentes. Donc, on peut s'identifier d'une manière et avoir un sexe qui a été assigné à la naissance qui est tout autre que l'identité qu'on se donne. OK? Donc, on pourrait, par exemple, avoir quelqu'un qui s'identifie comme une femme. Moi, je m'identifie comme une femme et j'ai eu un F. On m'a assigné un F à ma naissance. Il y a des gens qui vont s'identifier autrement et on va parler à savoir si c'est pas toujours binaire, homme-femme, mais qui pourrait avoir une identité autre. Cette identité de genre-là est souvent fixée à partir de l'enfance. Donc, ce n'est pas seulement les adultes qui vont développer une identité de genre. D'ailleurs, on va voir plus tard, ça se développe très tôt. À l'âge de 2-3 ans, on commence à développer notre identité de genre. Ça peut être compris de manière binaire ou de façon graduée. Quand je parle de manière binaire, je parle du sexe F ou M. Donc, on a juste deux choix. Mais on peut aussi comprendre le genre comme étant quelque chose de gradué. Il y a des gens qui ne s'identifieront pas nécessairement juste à un F ou juste à un M. Il y a des gens qui vont s'identifier fluide, il y a des gens qui vont s'identifier un autre genre. OK? On va y revenir tout à l'heure. Ça peut correspondre, comme je l'ai dit, au sexe médico-légal ou au sexe légal ou au sexe médical ou non. Et une personne transgenre, c'est une personne qui ne s'identifie pas au sexe assigné à la naissance. OK? Donc, quand on parle d'une personne qui est trans, c'est une personne qui s'identifie autrement que la lettre qui est arrivée sur l'acte de naissance lorsque le médecin a fait l'examen des organes génitaux. Ça va pour ça? Et donc, on voit qu'il y a trois aspects qui sont pas du tout la même chose, qu'on a souvent tendance à confondre. OK? Donc, je voulais vraiment l'expliquer parce que quand on parle d'identité transgenre, il faut vraiment être clair. Donc, on a le sexe, on a des hommes, on a des personnes, on a des femmes, on a des personnes qui sont transsexuelles, on a des personnes qui sont intersexes. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Ça, c'est des gens qui sont nés avec des sexes qui ne correspondent pas aux normes médicales. Donc, on parlait
je ne veux pas utiliser ce mot-là, mais on parlait avant des personnes hermaphrodites. Mais c'est un mot qu'on n'utilise pas. C'est juste pour situer un petit peu qu'est-ce qu'une personne intersexée. Mais c'est un tout autre enjeu et je ne parlerai pas des enjeux intersexes aujourd'hui. Donc, l'identité de genre, on peut avoir une identité homme, femme, transgenre, en questionnement de genre non-binaire. Donc, comme je l'ai dit, on n'est pas nécessairement une personne qui s'identifie comme femme ou homme. Et l'orientation sexuelle, bien, on peut être hétérosexuel, on peut être asexuel, on peut être homosexuel, lesbienne, bi, fluide. Donc, il y a plein d'orientations sexuelles. Comme j'ai dit, c'est la relation qu'on a avec l'autre. Ça va jusqu'à maintenant? Et ensuite de ça, on a l'expression de genre. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est la manière qu'on exprime notre genre à l'autre. OK? Donc, je vous dirais que souvent, ça peut être cohérent avec notre identité, parce qu'on s'identifie d'une manière, donc on veut exprimer ce genre-là aux autres de cette manière-là, mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il peut y avoir des barrières à exprimer l'identité de genre, et donc l'expression de genre pourrait être différente de son identité. Donc, par exemple, je pourrais m'identifier comme femme et je pourrais m'identifier comme homme, ou en tout cas quelque part entre les deux, et quand même me présenter, m'exprimer comme une femme parce que je n'ai pas l'espace dans mon milieu de travail ou dans mon école pour m'exprimer selon ma réelle identité de genre. Est-ce que ça fait du sens? Donc, l'expression de genre, c'est vraiment comment on exprime son genre à l'autre. Donc, on va souvent le voir sur le modèle homme-femme, mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Que la plupart des gens vont tendre à se conformer à un ou l'autre, mais encore une fois, ce n'est pas tout le cas. Et ça va faire référence au degré d'adhérence ou de déviance de normes établies pour chacun des sexes. Et là, on parle vraiment de normes, parce qu'en fait, si on regarde ici, on a plusieurs expressions de genre. OK? Donc, si on réfléchit à ces images-là, est-ce que c'est des petits garçons? Est-ce que des petites filles? Est-ce que ça nous regarde? Je pourrais poser la question ici. Bon, mais on a différentes expressions de genre, d'un genre beaucoup plus féminin, socialement construit, à des genres un petit peu plus masculins. Bon, j'ai essayé de choisir des photos un petit peu plus stéréotypées ici. J'ai mis aussi une photo de Ludovic. Je ne sais pas si vous avez vu ce super beau film, La vie en rose, qui explique l'histoire d'un enfant trans. Bref, vous avez l'enfant de Angelina Jolie et Brad Pitt. Bref, vous avez différentes expressions de genre. OK? Et ces expressions de genre-là sont peut-être pas nécessairement une illustration du sexe assigné à la naissance. OK? Donc, on exprime notre genre. Et donc, ce que ça fait, c'est que chaque personne, quand on comprend que l'expression de genre, l'identité de genre, le sexe et l'orientation sexuelle sont 4 choses tout à fait différentes et déconnectées, on se rend compte qu'on a toute une panoplie d'êtres humains possibles. Ici, vous avez votre petit bonhomme au pain d'épices ou au gingembre. Et donc, vous avez l'identité, qui est vraiment l'identité, c'est vraiment comment on se sent. Comme j'ai dit, l'expression, c'est comment on s'exprime. On a l'orientation, qui on aime. Et finalement, le sexe, qui est une catégorie médico-légale. Et donc, ce qu'on a ici, c'est qu'on peut vraiment se promener sur des spectres. OK? Donc, on peut avoir une personne ici qui a une identité de fille, qui a une expression de genre androgyne, qui est, je ne sais pas moi, un sexe masculin et puis une orientation sexuelle bisexuelle. Tiens. OK? Donc, on peut avoir vraiment une combinaison de genres. Donc, tout le monde ici pourrait finalement se retrouver une place ou l'autre sur le petit bonhomme de pain d'épices. OK? Donc, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est un concept assez important, c'est la fluidité et la dissociation qu'il peut y avoir entre le sexe, le genre, l'expression de genre et l'orientation sexuelle. OK? Et ça, c'est pas juste pour les adultes. Donc, est-ce que la conformité de genre et l'identité de genre chez les enfants, qu'est-ce qu'on sait de ça? Bien, on sait que les enfants prennent conscience vers l'âge de 2 à 3 ans d'une certaine identité de genre et que l'exploration va continuer jusqu'à l'âge de 6-7 ans. C'est ce que les recherches nous montrent jusqu'à maintenant. OK? Quand on regarde un petit peu, parce que souvent on nous demande, bien, il y en a combien d'enfants qui ne s'identifient pas à leur sexe assigné à la naissance ou s'expriment autrement? On a différentes données là-dessus. On a une recherche de 2009 qui a vraiment regardé l'expression de genre, l'identité de genre. OK? Donc, pas juste l'identité, mais aussi l'expression de genre. Vous me suivez? Parce que j'ai bien expliqué les deux concepts. Donc, on a entre 2,6 et 6 % des garçons et entre 5 et 12 % des filles qui se sentent ou s'identifient ou s'expriment différemment de ce qui est attendu d'eux selon le sexe assigné à la naissance. Donc, on va voir qu'il y a quand même la fluidité de genre, l'identité de genre qui est différente du sexe assigné à la naissance. C'est pas quelque chose qui est si unique. Donc, il y en a quand même plusieurs jeunes. Et une recherche encore plus récente qui date de 2014, mais qui sort de la Nouvelle-Zélande. Donc, un petit peu plus loin, mais quand même, je pense que ça vaut la peine de la regarder. Une enquête auprès de 8000 quelques
jeunes. Donc, c'est quand même une enquête auprès de plusieurs personnes. Écoles choisies au hasard. Donc, c'était pas juste des écoles progressives ou on a vraiment choisi des écoles là, vraiment partout en Nouvelle-Zélande. Et c'était dans le contexte d'une enquête sur la santé des jeunes et ils posaient des questions par rapport à l'identité de genre, au sexe assigné à la naissance, etc. Et ils se sont rendus compte que 1,2 % de tous les jeunes, des 8000 jeunes, ont répondu qu'ils s'identifiaient comme transgenres. Donc, c'est quand même plus de 1 % ici. Et on voit que 2,5 % se sont identifiés comme incertains. Incertains en questionnement, peut-être d'identité fluide. Mais ça nous emmène quand même à un bon pourcentage de jeunes ici, OK, qui ne s'identifient pas nécessairement au sexe assigné à la naissance. OK? Donc, je trouve que c'est important de bien comprendre ça. Ça veut dire qu'en termes de centre jeunesse, c'est très, très probable que vous allez rencontrer certains de ces jeunes, OK, au niveau de la population. Et donc, il faut se rappeler que la conformité de genre, c'est perçu différemment, dépendamment des époques et des cultures aussi. Parce que je vous ai dit, l'expression de genre, c'est quelque chose qu'on va exprimer aux autres, mais c'est énormément socialement construite. Et donc, si on regarde les normes de genre à travers les époques, bien, on peut se rappeler des fameux Legos qui avant étaient pour tout le monde et qui maintenant sont rendus pour les garçons ou pour les filles. Donc, on a des Legos roses et bleu pâle maintenant pour les filles, puis on a des Legos de couleur ordinaire pour les garçons. OK? Donc, on voit que la notion de norme de genre change. OK? C'est important de se rappeler ça, parce qu'après ça, pourquoi qu'on dit qu'on a des robes roses de filles et des pantalons bleus de gars? Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est socialement construit ici. Donc, on voit, là, je vous donne un exemple par rapport au Lego, mais c'est aussi à travers les cultures. Et donc, on peut voir, par exemple, bon, ici au Québec, on tend à voir les personnes de manière binaire homme-femme parce que le Code civil nous demande de choisir entre F et M quand on a un enfant. Par contre, dans plusieurs autres cultures, c'est pas quelque chose qui est binaire. C'est pas quelque chose qui est gradué entre hommes et femmes. C'est quelque chose qui peut être vraiment sur un spectre. Et là, je fais référence ici aux personnes bispirituelles des communautés autochtones, aux Navajo, aux Nadéhi. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est nécessairement juste homme-femme. Donc, je voulais juste situer un petit peu tout ça. Ça va jusqu'à maintenant? Donc, est-ce que c'est une phase? La question qui tue. Hein, on se pose souvent la question, est-ce qu'un enfant de 7, 8 ans qui insiste, qui persiste, qui est consistant dans sa présentation de genre, dans ses intérêts, est-ce que c'est une phase? Bien, je vous dirais que les recherches tentent de plus en plus à nous démontrer que non. OK? On parle souvent d'indications, je vous ai dit, des enfants qui persistent. On parle de la persistance, de l'insistance, de la consistance dans l'identification et l'expression de genre. Mais quand on a des jeunes comme ça, souvent, ils vont tendre à demeurer dans cette identité-là. Par contre, je pense qu'il faut pas faire d'erreur ici. Ça se peut qu'il y ait quand même un petit peu de va-et-vient parce que l'identité de genre, là, c'est pas juste homme-femme. OK? Donc, un enfant pourrait être assigné M à la naissance, s'identifier réellement comme un F, comme une femme, une fille, puis, à mesure qu'elle évolue, se sentir de plus en plus comme une personne androgyne. Une personne qui n'a pas le goût d'exprimer son genre comme étant vraiment avec des tutus roses, qui aime plus porter des pantalons, des gilets, qui pourrait avoir peut-être une expression de genre plus masculine. Mais là, maintenant, vous comprenez la différence entre les différents concepts, fait que vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Par contre, ce que les recherches nous disent, c'est que l'identité des jeunes trans, quand ces jeunes-là sont persistants, consistants, insistants et qui sont affirmés par leur famille, c'est-à-dire que leur famille les supporte, les encadre, les aime de la façon qu'ils sont, les traite de la manière qu'ils s'expriment, bien, ces jeunes-là, quand on regarde les échelles graduées puis les tests psychologiques pour mesurer l'identité, on se rend compte qu'elle est aussi forte, cohérente et ancrée que les jeunes cisgenres. Un jeune cisgenre, c'est un jeune qui s'identifie en cohérence avec son sexe assigné à la naissance. Donc, au niveau des recherches de l'identité de genre, on sait que les jeunes trans ont une identité de genre aussi ancrée dans l'identité qu'ils expriment et qu'ils affirment que le jeune qui n'est pas trans, le jeune cisgenre. OK? Donc, est-ce que c'est une phase? Je pense que vous pouvez commencer vous-même à répondre à cette question-là. OK? Est-ce que c'est normal d'avoir une identité de genre non conforme?
Bien, il y a de plus en plus de recherches qui vont vraiment affirmer que la non-conformité de genre, c'est pas problématique en tant que tel. OK? Donc, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un problème à avoir une identité de genre autre que le M ou le F? La réponse, c'est non. Par contre, on sait que les problèmes vont survenir de plus en plus à cause du stigma social, OK? À cause de la transphobie, à cause de la pression, de la discrimination, de l'oppression. OK? Donc, c'est vraiment, puis aussi, bon, l'absence généralisée d'acceptation au sein de la société. OK? C'est vraiment ça, on voit vraiment que c'est ça qui cause les problèmes chez les jeunes trans. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans les familles où les jeunes sont soutenus, on voit une grande différence au niveau de la santé mentale. Et on a aussi le World Professional Association for Transgender Health, qui est vraiment une association de professionnels, de chercheurs qui étudie vraiment ces questions-là, qui nous disent qu'être transgenre, transsexuel ou indépendant dans son identité de genre est une question de diversité et non pas une maladie mentale. Alors, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les identités transgenres tendent maintenant à être dépathologisées. OK? Là, je marque DSM-5. Vous connaissez le DSM-5, le DSM-4-TR. Donc, c'est la Bible de la santé mentale. Donc, dans le DSM-4-TR, on parlait du trouble de l'identité de genre. Donc, une personne qui avait une identité de genre autre que son sexe assigné à la naissance avait une étiquette, un diagnostic de santé mentale comme ayant un trouble. OK? Ce n'est plus le cas. Depuis la publication du DSM-5, on ne parle plus de trouble, on parle d'une dysphorie de genre. Et qu'est-ce que la dysphorie de genre? C'est un état de différence, si vous voulez, entre l'identité et le sexe assigné à la naissance. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème va survenir à cause de la stigmatisation sociale ou à cause du sentiment d'incongruence. Et en fait, on va diagnostiquer la personne comme ayant une dysphorie de genre si elle vit de la dépression, du suicide, l'automutilation, etc. Donc, on n'identifie plus la personne comme étant malade parce qu'elle est transgenre. Donc, c'est une grande avancée au niveau là, de la recherche et au niveau du vécu des personnes trans, comme vous pouvez vous imaginer. Ça fait une très grande différence et on voit un petit peu le même pattern, si vous voulez, que ce qui s'est passé avec l'homosexualité. OK? On a sorti ça du DSM et donc, tranquillement, pas vite, c'est ce qui est en train de se produire. Et donc, on va voir ce qui va se passer avec le DSM-6. Mais pour l'instant, je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que ces jeunes-là ne sont plus stigmatisés comme ayant un problème de santé mentale. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, sauf quand il y a des problèmes qui sont, je vous dirais, là, indirectement reliés à la dysphorie de genre. Est-ce que ça va pour ça? Qu'est-ce qu'on sait de l'expérience des jeunes trans? Et dites-moi là, si je vais trop vite, j'ai vraiment essayé de sélectionner les informations les plus importantes là, pour vous donner un peu le pouls sur la situation. Mais on sait que c'est une des populations les plus vulnérables. Il y en a d'autres, là, mais on sait que les jeunes trans, ils en ont vraiment leur lot de difficultés. C'est vraiment, vraiment difficile parce qu'on vit encore dans une société où est-ce qu'il y a énormément de transphobie, où est-ce que le système n'est pas fait pour les accueillir et donc on va voir plus tard que ça apporte énormément de problèmes. Mais ils sont beaucoup plus susceptibles de vivre des situations de discrimination, de harcèlement, de violence. Ils n'ont qu'à se promener dans la rue et souvent, ils peuvent vivre des situations de violence juste par exister. OK? Donc, il y a énormément de violence chez ces jeunes-là. Plusieurs jeunes transgenres ne se sentent pas en sécurité à l'école. C'est une recherche québécoise. OK? Donc, beaucoup de jeunes vont vivre justement de l'harcèlement, de l'intimidation à l'école. Il y a beaucoup d'enjeux autour des toilettes. Les toilettes, c'est des endroits qui sont très, très difficiles pour les jeunes, surtout quand on les force à utiliser une toilette plutôt qu'une autre. Et c'est là, justement, qu'il va y avoir le plus haut taux de violence dans les toilettes. Parce que ce sont des endroits ségrégés. Donc, je pense que vous pouvez faire un bout de chemin puis imaginer qu'est-ce qui peut se passer dans ces toilettes-là. Le taux de décrochage scolaire chez les jeunes trans est énormément élevé. 15 %, OK? Parce que, veut pas, comme je vous ai dit, c'est quoi le problème des jeunes trans? C'est le manque d'acceptation sociale. Donc, imaginez-vous, vous êtes obligé d'aller passer 35 heures semaine dans un endroit qui n'est pas fait pour vous accueillir, ou est-ce qu'à chaque jour, on utilise le mauvais nom, le mauvais pronom, on ne vous identifie pas de la bonne façon, on vous force à aller dans une toilette qui ne correspond pas à qui vous êtes, vous avez de la pression sociale de vous conformer, je pense que vous pouvez comprendre rapidement le taux de décrochage. Et il y a aussi un 6 % de renvoi d'école à cause de l'identité et de l'expression de genre. Donc, de façon directe, il y a des gens qui sont sortis de l'école parce qu'ils refusent de se conformer aux normes sociales. Bon, Grant et Cole, c'est une recherche des États-Unis. On pourrait questionner à savoir si c'est la même réalité au Québec, mais je pense que c'est quand même, il y a quand même des leçons applicables là, ici. Je ne pense pas qu'on soit 100 % acceptant encore.
77 des personnes trans en Ontario, et là, ça, c'est des personnes de tout âge, mais je veux vraiment souligner l'importance de ces statistiques-là, ont eu des pensées suicidaires. Sur ces personnes-là, il y en a 43 qui ont fait une tentative de suicide. Donc, on est presque à la moitié de la population trans qui ont fait une tentative de suicide. Ce qui est encore plus épeurant quand on parle des jeunes trans, c'est qu'on se rend compte que 36 de ces 43 %-là ont fait leur première tentative avant l'âge de 15 ans. OK? Donc, la santé mentale des jeunes trans, il faut vraiment s'y pencher. Parce que c'est, d'après moi, un problème de santé publique. Même s'ils ne sont pas nombreux, on voit que vraiment le taux de suicide est très, très, très élevé. Et donc, il faut réfléchir à ça. Ils sont aussi plus souvent victimes de diverses formes d'abus durant l'enfance. Abus sexuels, physiques, psychologiques, ce qui peut entraîner du stress post-traumatique, bien sûr. OK? Je l'ai mis 2 fois ici. Mais donc, pourquoi, on n'est pas certain pourquoi il y a plus de formes d'abus durant l'enfance. C'est peut-être parce qu'il y a un manque d'acceptation à la maison et donc, vous pouvez voir ce qui s'ensuit. OK? Mais c'est une population qui est extrêmement vulnérable dans son ensemble, que ce soit au niveau familial qu'au niveau, social. Je pense que vous pouvez le voir là, ici. Ce qu'on sait aussi, c'est que le soutien parental, c'est un facteur de protection qui est extrêmement important. OK? La plupart des familles qui vont tolérer la non-conformité de genre chez leur enfant vont le faire souvent juste à la maison, par contre. Donc, il faut travailler un petit peu avec les familles parce que le soutien, il faut qu'il soit atteint beaucoup plus largement que juste dans la famille. Mais la plupart des familles vont tolérer l'expression de genre dans leur maison. Ça va se compliquer une fois que l'enfant rentre au niveau de l'école. Parce que là, les normes sociales de genre sont fortes au primaire, hein? Là, il faut que tu ailles du rose ou du bleu. Puis là, si tu commences à te promener là, en dehors de ces sphères-là, là, tu t'attires du trouble. Donc, souvent, on va voir que ça va être plus difficile pour les parents d'accepter l'enfant à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur de la maison. OK? Donc, c'est quelque chose encore à se souvenir. Mais on sait que c'est central au sein du développement de ces jeunes. Puis moi, chaque fois que je dis cette phrase-là, je me dis, pourtant, c'est tellement simple. Quel enfant n'a pas besoin d'être aimé par ses parents? D'être accepté pour qui il est. Pour moi, on retourne aux bases, là, aux bases de la relation parent-enfant. Mais ce qu'on sait, c'est que le taux de suicide, d'automutilation et de dépression et autres indicateurs de problèmes de santé mentale chez ces jeunes-là est beaucoup moins élevé chez ceux qui reçoivent du soutien, peu importe le soutien, que ceux qui n'en reçoivent pas. Fait que ça nous donne des pistes d'intervention. Que quand on a un jeune trans, il faut s'assurer que, ce jeune-là est bien, est affirmé dans son identité, mais aussi que la famille autour de lui ou d'elle est bien supportée. Parce que quand on commence à regarder les statistiques un petit peu plus près, et ça, c'est une recherche ontarienne auprès de 433 personnes, donc ça a été vraiment une étude de santé des personnes trans en Ontario. Ils se sont rendus compte, si on regarde juste la variable suicide, par exemple, pas la variable santé mentale, mais c'est encore relié, là, mais si on regarde le taux de suicide chez les jeunes, il diminue de 93 % quand le jeune reçoit un soutien fort de ses parents. Et un soutien fort, c'est pas toléré. OK? Un soutien fort, c'est vraiment affirmer l'identité du jeune. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard, comment on peut s'orienter en termes d'intervention avec ça, mais c'est une statistique qui en dit très long. Parce qu'un taux de 93 % de réduction, là, j'ai de la misère à voir comment on peut avoir mieux que ça. Par contre, les parents que vous allez rencontrer, les parents que vous rencontrez vivent aussi des difficultés. Parce qu'on est dans une société qui a encore beaucoup de stigmas autour de l'identité trans et il y a encore beaucoup de stigmas au niveau de l'identité de genre chez les enfants. Il y a beaucoup de recherches. Pendant longtemps, on dit que c'était des problèmes d'attachement. Des problèmes d'attachement avec le parent, c'était très psychologisant comme identification pour la famille d'avoir un enfant. Et donc, les parents ont encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'acceptation. Et j'ai fait une recherche ici au Québec, quand je parlais d'Enfants transgenres Canada, on est allé chercher beaucoup de données avec l'expérience des parents et on s'est rendu compte que c'est souvent une acceptation qui est un processus qui est difficile. OK? Donc, les parents n'ont pas un enfant trans, puis du jour au lendemain, ils se disent « Ah, parfait, pas de problème, j'accepte mon enfant ». C'est vraiment un processus qui prend du temps. Il y a des parents qui nous ont parlé de concept de choc. Il y a des parents qui sont en choc. Puis, quand on réfléchit un peu au concept, on peut voir, tu sais, tout est tellement binaire. Hein? Quand quelqu'un est enceinte, on dit, ben ça va être un gars ou une fille. Là. Le bébé, il y a deux mois de gestation. Tout de suite, on veut identifier
une identité de genre sur cet enfant-là. On veut identifier un sexe du moins, mais il y a tout ce qui vient avec. L'enfant naît, on commence déjà à choisir les expressions de genre pour cet enfant-là. On cadre déjà l'enfant. Puis souvent, les parents vont se dire « Ah oui, mon enfant, quand il va être grand, va être, je sais pas moi, un médecin, un astronaute. Hein? » En tant que parent, on a déjà des visées, des cibles pour cet enfant-là. Fait que quand on parle du genre, est-ce que vous pouvez vous imaginer comment c'est ancré dans le parent? Fait qu'imaginez que votre enfant, vous pensez que vous avez toujours une fille et vous vous rendez compte qu'il y a eu une erreur d'assignation à la naissance. Que l'identité réelle de cet enfant-là, c'est pas une fille, c'est un garçon. Ou vice-versa. Mais les parents ont de la misère à accepter ça. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'isolement, d'anxiété, de stress. À Montréal, je pense qu'on est un petit peu dans une bulle. On est chanceux. De plus en plus, il y a des services. On a le Children qui a un service extraordinaire, qui est une clinique de développement du genre. On a Gender Creative Kids, enfants transgenres à Montréal, des groupes de soutien. On a plein d'organismes communautaires. Mais aussitôt qu'on sort de la région de Montréal, il n'y a pas de service. Et donc, ces familles-là sont souvent isolées, ne savent pas où aller, ne savent pas vers où se retourner, puis ils ne savent même pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans leur famille. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. Et il y a aussi un processus d'acceptation là, qui est souvent difficile. Certaines recherches montrent que c'est plus difficile pour certains papas que certaines mamans, parfois aussi. Fait que c'est pas toujours la même chose, dépendamment des familles, mais le processus, c'est pas facile. Et on se rend compte aussi que, de manière indirecte, les parents vont vivre des expériences de stigmatisation et de discrimination. Il faut avoir une lunette intersectionnelle quand on regarde les familles. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ici, mais dépendamment du, je sais pas moi, du revenu socio-économique, je sais pas moi, du milieu culturel de la personne, bien, il va y avoir différentes dimensions qui vont s'ajouter et qui peuvent influencer l'acceptation de l'enfant et la facilité ou la difficulté du parent à gérer cette acceptation-là. Mais souvent, quand les parents vont commencer à protéger leur enfant, bien, c'est possible qu'ils fassent face eux-mêmes à certaines discriminations. Ça peut être de la discrimination qui vient de la famille autour d'eux, qui vont dire, ben voyons, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Quelle sorte d'éducation tu es en train de donner à ton enfant? Mais ça peut être aussi de la discrimination au niveau de l'accès aux services. J'y arrive. Donc, les ressources, c'est un grand problème par rapport à travailler avec ces familles-là. Il y a peu de ressources. Comme je l'ai dit, au niveau de Montréal, ça va un petit peu mieux, quoique les ressources sont pleines à craquer. Il y a des 6-8 mois d'attente pour rentrer dans des services spécialisés, mais il y a aussi des problèmes de ressources, générales, comme je vous dirais. Et je pense qu'au niveau centre jeunesse, vous êtes ce que je considérais une ressource générale. C'est une ressource qui s'adresse à tout le monde, pas seulement aux jeunes trans. OK? Donc, des services qui ne sont pas spécialisés. Les enjeux qu'on a vus par rapport à l'accès aux services qui ne sont pas spécialisés, bien, c'est des enjeux vraiment relatifs aux situations de discrimination et aux barrières d'accès. Et là, je vais vous donner un exemple. Un jeune trans se rend dans un CLSC avec son parent et là, à l'accueil, on remet la carte d'identité du jeune et la carte d'identité du jeune montre une lettre comme sexe qui ne correspond pas au jeune qui est en face de vous parce que quand ils sont jeunes, ils n'ont pas de photo. Bien, voyons, c'est pas votre carte. Oui, c'est ma carte, mon enfant. Puis là, imaginez, vitrée, grande salle d'attente en arrière. C'est parce que mon enfant, il est trans. OK? Première fois. Est-ce que vous pouvez marquer une petite note dans votre dossier? On ne peut pas changer nos dossiers, madame. OK. Pouvez-vous marquer une petite note à la main? Oui, je vais le faire. Retourne au CLSC. OK, fait que c'est pour Julie. C'est pas Julie, c'est Max. OK? Fait qu'imaginez-vous les barrières constantes. À chaque fois que les parents essayent d'accéder à un service, il y a l'éducation. Le parent doit faire une éducation à chaque fois qu'il y a un service qui est... Et donc, puis là, il y a des parents qui vont peut-être être capables de le faire, mais il y a d'autres parents, pensez à ceux qui ont des difficultés d'acceptation ou ceux qui peut-être n'ont pas les ressources, je ne sais pas moi, qui ont arrêté au niveau du diplôme de secondaire, qui n'ont peut-être pas les habiletés pour la défense de droit. Il y en a qui vont avoir de très bonnes habiletés de défense de droit avec un secondaire, mais vous me suivez, il y a vraiment des inégalités ici. C'est difficile pour certaines familles d'aller se battre à chaque fois qu'on rentre au CLSC. Vous arrivez à l'hôpital avec un bras cassé, puis, ben là, vous êtes trans. Ben là, c'est un bras cassé. Oui, mais vous êtes trans, là. Il n'y a pas quelque chose là-dedans. T'sais, donc, il y a vraiment des problèmes d'accès aux services réguliers. OK? Et comme j'ai dit, il y a aussi le problème d'accès aux services spécialisés. Il n'y en a pas assez. OK? Parce que de plus en plus, je pense que de plus on en parle,
de plus en plus on crée un langage, un vocabulaire pour ces jeunes-là, pour s'exprimer, et donc de plus en plus, il y en a qui vont émerger. Plus on accueille, plus on ouvre l'espace, plus ces jeunes-là vont la remplir. OK? Il y a toujours eu des jeunes LG, B, bien, il y a toujours eu des jeunes trans aussi. OK? L'identité trans a toujours existé. C'est juste que là, on en entend un petit peu plus parler, étant donné que l'espace est en train de s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la protection légale au Québec? Bien, depuis le mois de juin, la loi a changé. Donc, sur 2 dimensions, je vous dirais. Premièrement, on a l'ajout de genre et d'expression de genre dans la Charte québécoise et de liberté de la personne comme motif explicite de discrimination. Avant, on avait juste la base du sexe. Et il y a eu des jugements dans le passé qui nous disaient qu'une personne trans était couverte sur la base de sexe. Donc, il y avait quand même une protection. Mais une protection qui parle de sexe, quand on sait qu'identité de genre, c'est pas la même chose, ça peut être un petit peu difficile parce que ça dépend toujours de l'interprétation de la loi, ça dépend du juge, ça dépend de plein de choses. OK? Donc, premier changement depuis le mois de juin 2016, c'est que maintenant, on a expression de genre et genre dans la charte. Donc, par exemple, je sais pas moi, un enfant qui décide de porter 2 boucles d'oreilles, un enfant assigné M à la naissance qui décide de porter 2 boucles d'oreilles à papillon, parce que cet enfant-là aime ça, ne pourrait plus, techniquement parlant, se faire dire « enlève tes boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles de filles ». Okay? Donc, l'expression de genre, maintenant, est couverte par la Charte comme un motif explicite de discrimination, ainsi que l'identité de genre. Okay? Donc, ça, c'est une belle addition. La Charte n'a pas été mise à jour encore, c'est des processus qui sont longs, mais la loi a passé. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Quand on parle de discrimination, on a maintenant 2 sphères explicites de discrimination par rapport à l'identité et l'expression de genre. Ce qui est intéressant au niveau des enfants transgenres, c'est que depuis le mois de juin, les enfants transgenres peuvent changer la mention de sexe sur l'acte de naissance. Quand je vous disais, c'est une catégorie médico-légale. Avant le mois de juin 2016, les enfants étaient pris avec une mention de sexe qui ne correspondait pas à leur sexe assigné à la naissance. Maintenant, ça l'a changé. Donc, la loi dit que tout enfant, et il n'y a pas d'âge minimum. OK? Donc, tout enfant peut faire une demande de changement de mention de sexe à l'état civil. Si l'enfant a moins de 14 ans, la demande doit être présentée par le parent. Si l'enfant a plus de 14 ans, peut présenter sa demande lui-même. Il n'a pas besoin du consentement parental, ce qui est excellent. Sachant que pas tous les parents soutiennent, c'est une belle longueur d'avance, ça, parce qu'il y a des jeunes qui vont être capables de vivre leur identité de genre, même s'ils n'ont pas de soutien parental. Je ne vous dis pas que ça va être facile, parce qu'on sait que le soutien parental diminue le taux de suicide, mais au moins, il n'y a pas de barrière légale à vraiment vivre, affirmer son identité de genre. Et présentement, un enfant, pour faire cette demande-là, comme je l'ai dit, qu'il ait 14 ans et plus ou 14 ans et moins, va devoir avoir une lettre de soutien, une lettre d'accompagnement d'un professionnel de la santé ou du travail social. Okay? Donc, c'est médecins, psychologues, sexologues, travailleurs sociaux qui peuvent légalement écrire des lettres de soutien en disant qu'ils suivent l'enfant. C'est pas une lettre qui affirme un diagnostic, c'est une lettre qui affirme « je connais cette famille-là, j'ai travaillé avec eux et je suis d'avis que la demande, c'est une demande qui fait sens pour où est-ce que l'enfant est rendu. » Donc, ça se pourrait que, s'il y a des travailleurs sociaux ici, que vous ayez, à un moment donné, ou que vous ayez des demandes pour écrire ce genre de lettre-là. OK? Donc, maintenant, on peut avoir ça et... par contre, je veux souligner que ce n'est pas parce que la loi permet le changement de mention de sexe que tous vont l'utiliser. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est possible qu'on ait encore des jeunes qui s'identifient avec d'un genre particulier et qu'il y ait toujours des cartes d'identité qui ne soient pas cohérentes avec leur identité de genre. Est-ce que ça fait sens? Parce qu'on ne peut pas forcer les gens à faire des changements légaux comme ça. Et on ne veut surtout pas forcer les gens à le faire de façon rapide. Donc ça va amener des implications pour l'intervention tout à l'heure. Donc oui, bravo. Maintenant, les jeunes qui sont vraiment certains, qui veulent aller sur ce processus-là, peuvent le faire. Mais il y a des jeunes qui ne seront pas prêts. Peut-être qu'il y a des jeunes de 12 ans, 13 ans qui vont vraiment s'affirmer d'un genre, mais qui ne pourront pas le faire parce qu'ils n'auront pas le soutien. Donc ça veut dire qu'il va falloir ajouter nos interventions. Est-ce que ça va? Il nous reste à peu près 5-6 minutes. Puis après ça, ça sera ouvert à des idées pour vous. Pratique professionnelle. Je veux dire quelque chose là-dessus parce que même si on a eu des grandes avancées depuis les dernières années au niveau légal, puis même au niveau social, hein, si on regarde au niveau des médias, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes trans, puis on en voit, puis ça a l'air de plus en plus normal. Je pense qu'il faut se rendre compte que c'est pas encore
normalisé dans la société. Il y a encore beaucoup, beaucoup de stigmas et il faut s'attendre à vivre ça, OK, comme jeune trans. Et malheureusement, quand on a une compréhension qui est inadéquate, on peut faire beaucoup, beaucoup de tort à ces jeunes-là qu'on rencontre dans les services sociaux sans même s'en rendre compte, OK? Par exemple, on pourrait dire, bien, moi, je vais utiliser le sexe qui est assigné sur la carte, parce que c'est le sexe légal. Après tout, pourquoi j'irais avec d'autres choses? Mais à chaque fois qu'on utilise le mauvais pronom ou le mauvais prénom, par exemple, bien, c'est ce qui cause, en fait, on appelle ça des micro-agressions. C'est comme si, en fait, peu importe qu'est-ce que vous vous assignez comme sexe, je vous appelle monsieur, je vous appelle madame. Tu sais, je vais pas par rapport à ce que vous vivez. Je vous dis, en fait, que je connais mieux votre identité de genre que vous-même. Est-ce que vous imaginez le tort que ça fait, les difficultés que ça apporte chez le jeune de façon constante? Alors imaginez, moi, je m'appelle Annie, puis à chaque jour, parce que peut-être mon expression de genre ou peut-être mes cartes d'identité, ou ça fait que dans votre tête, j'ai de l'air plus d'un Jacques, bien, je vous dis non, c'est Annie mon nom, puis vous dites non, Jacques. Monsieur. Ça vient vraiment, je ne sais pas si vous pouvez capturer ça, mais c'est vraiment des agressions chez ces jeunes-là, de ne pas respecter leur identité de genre. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, même si on ne s'en rend pas compte, ça peut créer des torts. Fait qu'il faut vraiment garder ça en tête. Comme posture d'intervention, je vous dirais que ce qu'on voit de plus en plus émerger dans la littérature, c'est de s'en aller vers une approche qui affirme l'identité du genre, pas qui pousse l'identité du genre d'un bord ou de l'autre. Donc, c'est pas comme, OK, tu t'identifies trans, OK, on change tous tes papiers. C'est pas ça. Mais qui va affirmer l'identité du genre et qui va suivre le rythme de l'enfant. Donc, l'idée, c'est vraiment de suivre le rythme de l'enfant. L'enfant se sent fluide, bien, l'enfant est fluide. Okay? L'enfant n'a pas d'affaire à rentrer dans une case ou l'autre. L'enfant s'identifie comme une fille, bien, l'enfant s'identifie comme une fille. Et on l'affirme. Et on confirme, en fait, à cet enfant-là que c'est correct et qu'en fait, il y a beaucoup de diversité au niveau du genre. Et que c'est pas un enfant qui est unique. Bien, tous les enfants sont uniques, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui est anormal. Et en fait, j'ai tenu à mettre cette petite citation-là parce que s'il y a plusieurs travailleurs sociaux ici, je sais qu'en centre jeunesse, il y en a quand même plusieurs, et je suis certaine que les personnes des autres professions vont quand même apprendre quelque chose de ça. L'Association canadienne des travailleurs sociaux ont émis un guide de pratique l'année passée, justement sur l'intervention auprès des jeunes trans. Et ça dit « L'identité de genre constitue un élément fondamental de l'être humain. Toute tentative de la part d'un professionnel de changer l'identité ou l'expression de genre d'un jeune pour le faire correspondre aux normes sociales est considérée comme contraire à l'éthique et constitue un abus de pouvoir et d'autorité. » Donc, il y a eu vraiment un énoncé assez clair par l'Association canadienne des travailleurs sociaux l'an passé qui disent qu'en tant que professionnel, on ne devrait pas essayer d'empêcher ce jeune-là. OK? Si le jeune vient vous voir et vous dit « bien, je m'identifie tel », ça a dû y prendre tellement de courage pour être capable de vous dire ça que vous devriez l'écouter puis l'affirmer dans son identité. Parce que ça me surprendrait que ce jeune-là prenne ce risque-là de vous dire quelque chose qui est autant stigmatisé. Si le jeune cherche de l'attention, il va trouver une autre façon de le faire. Quand on commence à gérer les identités, c'est pas quelque chose qu'on va... On n'ira pas dans des groupes si stigmatisés-là pour essayer d'avoir de l'attention. Donc, les travailleurs sociaux devraient rejeter toute tentative visant à empêcher un enfant de devenir une personne transgenre, transsexuelle, bispirituelle, gay, lesbienne ou allosexuelle. Donc, on n'a pas juste parlé des personnes trans ici, on parle de toute la communauté LGBTIQ. Donc, je pensais que c'était important pour vous de voir cet énoncé-là. Donc, c'est l'Association canadienne. Donc, les meilleures pratiques d'intervention, il faut se souvenir que c'est important de voir que les trajectoires peuvent être différentes. Je vous ai parlé du milieu culturel, je vous ai parlé de l'environnement de l'enfant, de la famille, etc. Donc, il y a des enfants qui n'auront pas du tout de difficultés au niveau émotionnel, dépression, etc. Il y en a d'autres, ça va être épouvantable. Il y en a qui vont pouvoir transitionner rapidement, il y en a d'autres qui ne pourront pas le faire. Donc, il va y avoir vraiment une multitude de trajectoires. Il y en a qui vont vouloir transitionner à l'âge de 2 ans. Il y en a qui vont vouloir transitionner à l'âge de 50. OK? Donc, il n'y a pas une trajectoire. Tout le monde est différent. Tout le monde a des obstacles différents et tout le monde va naviguer ces obstacles-là à la manière qui, pas nécessairement juste leur convient, mais aussi la manière qu'ils puissent le faire parce qu'il y a tellement de barrières. Les interventions doivent être individualisées et répondre aux besoins uniques du jeune, incluant le respect du prénom et du pronom. Donc, quand vous voyez un jeune, moi, je vous dirais, assumez pas
Assumez pas que ce jeune-là s'identifie à un genre ou l'autre. Des fois, je vais dans des conférences, puis maintenant, ça devient une pratique de juste dire, ben moi, je préfère le pronom « elle ». On règle ça tout de suite. Fait qu'il y a personne qui va me nommer ou qui va s'identifier, qui va m'interpeller d'une manière qui m'agresse. Okay? Donc, c'est peut-être quelque chose à réfléchir. Je ne sais pas si vous voulez penser à ça de façon systématique ou pas, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment des micro-agressions. C'est quelque chose, en tant que professionnel, qu'on peut réellement avoir un impact si on respecte l'identité du jeune. Les interventions devraient être vraiment dans le but de soutenir l'enfant et la famille. Ce sont les interventions les plus prometteuses. Je vous ai parlé de statistiques tantôt. Je pense que c'est difficile d'aller contre ça. Et aussi, vous pouvez soutenir la transition sociale. Quand on parle d'une transition sociale, c'est une transition... On parle de l'enfant qui va peut-être adopter différentes tenues vestimentaires, coupe de cheveux, expression de genre, etc. Quand on parle d'une transition légale, c'est une transition où est-ce qu'on va vouloir changer la mention de sexe sur l'acte de naissance. Et on a aussi un peu plus tard certains jeunes qui vont vouloir entreprendre une transition médicale. C'est pas avant la puberté, ces transitions-là. Si ça vous intéresse, juste pour mettre les choses claires, quand un enfant commence à être dans la phase de puberté, ils peuvent avoir accès à on appelle ça des bloqueurs d'hormones. Donc, c'est du Lupron. Les recherches montrent que c'est relativement sécuritaire. On en donne depuis longtemps aux jeunes qui ont des pubertés précoces pour empêcher la puberté. Donc, on donne ça aux jeunes qui le désirent, qui ont vraiment une dysphorie. Parce qu'imaginez, là, si vous sentez comme une femme puis vous commencez à avoir du poil au menton, c'est pas bon pour la dysphorie de genre, ça, hein? Ou si vous sentez comme un homme puis vous commencez à avoir des seins qui poussent, c'est très, très difficile. Donc, on peut donner des traitements d'inhibiteurs d'hormones et un peu plus tard, durant la puberté, on peut en fait donner des hormones qui correspondent à l'identité affirmée du jeune. Donc, commencer des traitements estrogènes ou testostérone, là, dépendamment du genre de l'enfant. Mais il y a des transitions qui sont médicales. C'est certain que quand ils sont tout petits, la seule option, c'est la transition sociale. Donc, adopter, s'exprimer selon le genre. Ces décisions-là devraient être prises en concertation avec les jeunes. Quand je vous dis « suivez le rythme de l'enfant », bien, c'est ça que ça veut dire. Donc, si l'enfant sent qu'il veut transitionner, que c'est son désir, c'est ce qu'il vit, bien, cet enfant-là devrait être soutenu. Et le travailleur social, la travailleuse sociale a un beau rôle, ou l'enfant de jeunesse, vous avez un beau rôle pour soutenir ça, dépendamment où vous êtes situé là, dans l'organisme. Il n'y a pas de recherche longitudinale qui a vraiment exploré si soutenir un enfant dès l'âge de l'enfance va donner des résultats qui sont... Parce qu'on est encore au début, hein? Les recherches, c'est vraiment émergent. Mais quand on commence à regarder, comme je l'ai dit, les recherches sur le soutien parental, dans l'ici et maintenant, on voit que sans soutien parental, le taux de suicide est X. Avec soutien parental, le taux de suicide diminue. Fait que dans l'ici et maintenant, il y a quand même des choses qu'on peut faire sans avoir eu les recherches longitudinales qui regardent des cohortes dans 20 ans. Il y a une recherche intéressante qui sort des pays scandinaves qui a suivi les jeunes qui ont transitionné à l'adolescence avec des traitements hormonaux. Ils les ont suivis jusqu'à l'âge adulte. Et dans toutes ces cohortes-là, puis là, je ne peux pas vous nommer le nombre, je ne me souviens plus exactement, mais c'était une recherche quand même statistique, fait qu'il y avait un N assez important sur toute la cohorte. Ils ont poursuivi avec leur transition à 100 %. Donc, il n'y a pas un enfant dans cette cohorte-là qui a commencé les inhibiteurs d'hormones, les hormones féminisantes ou masculinisantes et qui ont décidé, je ne veux pas utiliser, qui sont revenus en arrière parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas nécessairement revenir en arrière. Hein. L'identité peut continuer à se peaufiner, mais il n'y a pas d'enfant qui a dit, ben non, moi, je m'identifiais comme fille, puis là, je m'identifie comme gars. OK? Si on veut mettre ça vraiment de façon binaire, c'est comme ça. Donc, c'est possible d'observer un va-et-vient dans l'évolution de l'identité du genre. Et il faut éviter, évidemment, d'imposer une vision binaire. Il y a des jeunes, surtout les plus petits, qui peuvent se promener dans les genres. OK? Donc, c'est correct. C'est correct. Il n'y a pas juste des hommes et des femmes. On peut se promener surtout en lien avec l'expression de genre. Et il faut se souvenir aussi de bien soutenir les parents dans ce processus-là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions.